Bon, alors qui commence à ouvrir la conversation? Gladys? Hilda? Choisissez les filles. Vas-y, Hilda, commence. Bon, D'accord. Alors, bonsoir Christophe et bonsoir. bonsoir à Gladys, bonsoir Esperanza. Merci beaucoup pour cette vidéo, ces programmes ensemble. Alors moi, de ma part, je tenais à faire cette émission parce que en observant en fait ma vie depuis les 32 ans que je vis sur le sol français et en Europe, j'ai constaté que les persécutions que pèsent sur moi au quotidien, la somme d'argent dépensée 24 heures sur 24 partout, tout le temps, est très importante. Et cela m'a mené en fait à réfléchir et analyser davantage toute cette situation. Et dans mon point de vue, c'est le mien, hein, je veux faire une parenthèse. Je suis née et j'ai grandi en Angola. Nous avions donc 40 années de guerre civile, un pays fermé où le peu d'étrangers qui venaient chez nous étaient un peu comme des demi-dieux. Ils abusaient pas non plus, mais on les respectait, on était contents parce qu'ils étaient quand même chez nous et ça nous faisait, comment dit-on, ça nous donnait la possibilité de connaître d'autres personnes, d'autres cultures et d'échanger. Donc, déjà, j'ai grandi dans un environnement où tout étranger pour moi était comme une école ouverte, que j'avais la possibilité d'en faire partie. Et depuis que je suis arrivée en France, j'ai vécu pas mal de tracas. Ma fille a vécu 28 ans de viol, un enfant d'un viol en réunion, la petite à son tour violée. Et alors, j'ai quand même pris le temps d'observer toute cette situation. Et je constate que les gains dépensés, les gains, comment, non, les gains, c'est-à-dire l'argent dépensé, c'est trop important pour trois filles seules qui n'ont aucune possibilité de mouvement. Moi, je suis enfermée dans ma cité. Je peux aller que dans mon travail, dans ma cité et dans les commerces aux alentours. Et s'il y a 50 personnes au mètre carré, c'est peu. Le bus est réquisitionné parfois et les gens qui s'y trouvent sont que des gens de ce réseau. Les trams, pareil. Ils occupent un wagon et dans ce wagon, on m'enferme presque à la limite de l'asphyxie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas censé. Ils mangent dans les restaurants où je travaille, un filtre de personnes dans les cuisines où je travaille. Je me suis fait agresser partout. On payait des gens pour me piéger, pouvoir me violer, avoir mes vidéos pour pouvoir apparemment me faire passer pour tout et n'importe quoi. Alors j'ai vraiment, vraiment analysé. Et ça ne regarde que moi. Quand je constate qu'en Angola, je ne savais pas qu'on pouvait avoir un problème, en France et en Europe, qui est quand même un pays démocratique, où les gens sont censés être éduqués et instruits, je suis confrontée à tout ça. Les avocats, bien sûr, ne veulent pas me défendre. J'ai essayé de me sauver en Angleterre, on m'a saboté avec des viols sur ma fille, des vols sur mes finances, un compte bancaire fermé. Toujours un perpétuel recommencement où ils vidaient toujours mes comptes bancaires pour ne pas me donner aucune possibilité et à chaque fois, j'ai réussi quand même. Donc, Christophe, sans vraiment faire d'amalgame, moi, je veux dire ceci et je demande que l'ambassade de l'Angola, l'État angolais, regarde cette affaire de près parce que tout cette, toute toute cette organisation autour de nous, auxquelles les associations sont interdites de m'aider. L'association angolaise de Bordeaux, il m'a bloqué, le président de l'association, sans me donner accès. Dans les églises,
que sont les églises universelles, on me jette dehors. Comment on appelle ça, le président de l'association angolaise de Tours aussi m'a bloqué au téléphone, etc., etc. C'est trop cher payé. Et alors, j'arrive au point, et ça regarde que moi, et je l'ai dit avec conviction, et je demande que l'ambassade de l'Angola, et ainsi que d'autres ambassades, les ambassades de l'Angola en Europe et nos chefs d'État en Afrique et ainsi qu'en Angola puissent vraiment demander une enquête. Je profite aussi pour demander une enquête internationale à propos de ce sujet. Alors, voilà ce que je pense. Je pense que les ambassades occidentales dans nos pays, ils nous fichent à la blacklist à la minute même où on met les pieds pour demander des visas, ou alors ces partenaires européens blancs amènent nos passeports pour demander des visas. J'ai cette impression qu'ils se renseignent sur la vie de ces citoyens là-bas, toute complète, pour savoir de quel environnement il en fait partie. Pour savoir comment est sa famille, comment est structuré son clan, s'il est soudé ou pas. Et c'est donc en Afrique que eux nous choisissent pour nous mettre dans cette liste noire. Et nous sommes classés là-bas comme des meubles, comme à l'époque de l'esclavage, comme des meubles. Ils choisissent des femmes noires, des femmes seules, des femmes isolées, des couples fragiles. Et après cela, nous mettent dans cette machine à broyer qui, avec d'autres collaborateurs, comme l'ASE, on vient et on s'accapare de nos enfants. Et ce que je constate, c'est que ma fille, Alexandra, a commencé à être violée à l'âge de 3 ans jusqu'à 30 ans. Donc, ils ne l'ont jamais laissé avoir un petit ami, ne le laissent pas avoir une copine. Sa fille, à son tour, a commencé à faire partie de ces abus macabres. Et alors, je demande donc à l'État angolais de vérifier ces accusations que je fais ouvertement, que les ambassades occidentales dans nos pays choisissent des personnes innocentes, des femmes seules, accompagnées ou pas de ces hommes étrangers que nous amènent, nous mettent dans la blacklist. Et quand on arrive ici, ils vont attendre le bon moment en mettant tout en place, tout un système de recommencement, des problèmes, d'échecs et des insultes qui nous permet et qui nous pousse à aller faire un premier pas comment dit-on, d'une action juridique. Et en posant cette action juridique, ils prennent alors le profit pour nous broyer à l'intérieur de cette machine. Et nous gardons toujours l'espoir, tant qu'être humain, de se faire aider par un bon avocat, par une bonne association. Mais ce que j'ai constaté, et c'est là que je me dis, et j'en suis sûre et certaine, que les associations, les avocats, en fait, ils sont comme des marionnettes tout autour, parce que, à mon point de vue, et j'exige que l'ambassade de l'Angola, que l'État angolais vérifie tout ça, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays comme l'Europe et tourner en rond 32 ans, se faire violer 28 ans, violer l'enfant. On est là dans une usine à Cassos, alors qu'on n'est pas des Cassos. Mon père était politicien. J'ai grandi dans une maison avec 5 employés de maison. Mon père a été un homme d'État angolais, enterré par l'État angolais. La personne qui s'est occupée de ses funérailles est l'ancien ambassadeur de l'Angola, M. Miranda, qui est parti cette année, en janvier de cette année, 2023. Donc, je viens quand même d'un bon cadre de vie où le respect a toujours fait partie de mon environnement et je n'étais pas censée vivre dans cette disgrâce, d'autant plus que la famille du père de ma fille est une famille qui travaille tous au ministère de l'Intérieur.
de la justice de l'État français. Bernard Guerre, qui est allé me chercher à l'aéroport, était maire de Verderonne. Marilyn Guerre, sa femme, qui est la cousine de ma fille, la nièce de son papa, donc la fille aînée de sa sœur aînée Evelyne Liénière, a été médiatrice pénale au tribunal de Beauvais et médiatrice pénale à la préfecture. Je suis arrivée dans une famille française construite. L'arrière-grand-mère de ma fille, donc la maman de son papy, elle était la première chef couturière des petits ateliers quand il a commencé le couturier Louis Vuitton. Hein? Je suis arrivée dans une famille française construite, instruite, éduquée, installée. Ces réseaux m'ont isolée parce que j'avais un cadre de vie qui réveillait la jalousie. J'ai cru que ça concernait mon cadre de vie. Et je me rends compte en fait que dans cet isolement, ces hommes ont violé ma fille depuis l'école maternelle à Beauvais, avenue Leclerc. Chez la nourrice, Madame Edith Tavares. Dans notre propre appartement, apparemment avec la complicité d'Éric Bisset. Donc, j'estime que s'il y a, et je dis et je le répète, cette organisation qui se permet tout ça et que les États ne font rien, à l'occurrence l'État français, c'est parce que derrière, ils tiennent la réorganisation des ségrégations raciales qui ont été enjolivées, réorganisées. Et nos enfants, j'étais en pâturage comme des objets, comme des animaux, n'est que la cerise sur le gâteau et le cadeau pour ces réseaux. Mais le fond de cette histoire, et c'est là où se trouve l'incapacité des avocats à les creuser, c'est les ségrégations raciales qui ont été réorganisées depuis nos pays d'origine, à la minute où les Français vont chercher des visas pour nous ou nous-mêmes. Et ça, c'est ma plus grande conviction. Et donc, je demande l'ambassade de l'Angola et l'État angolais de vérifier. Parce que l'avocat angolais, M. Kouama, que j'avais pris, j'ai payé 1100 €, qui est beaucoup d'argent en Angola, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me défendre parce qu'on l'avait menacé. Et en fin de compte, il ne pouvait pas non plus me rembourser parce qu'il savait qu'avec cet argent, j'allais payer quelqu'un d'autre parce qu'il a été aussi menacé. Donc, on est quand même là dans un environnement et dans un réseau qui est infiltré jusqu'à la présidence du mon pays. Et ça ne peut tenir la route que s'il y a réorganisation de ségrégation raciale enjolivée et bien évidemment tenue toujours par quelques personnes de mauvaise foi à l'intérieur. Donc, je demande son Excellence le Président João Gonçalves Lourenço de regarder de près ces choses, cette macabre organisation et surtout de se mettre en sécurité et de faire en sorte que cela cesse. Les Français, les Européens, les gens, toutes races et cultures confondues, vivent en Angola en toute sérénité et nous exigeons, nous les Angolais, aussi d'avoir droit au même traitement. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir donné la parole, les filles. Ça, c'est ma conviction la plus profonde. Et j'insiste à dire que tout ce que je vis, moi personnellement, avec mes filles, et cette incapacité, et ces refus des avocats, des associations, ses collègues de travail à l'hôtel Sheraton Bordeaux Aéroport qui me filment jusque dans les vestiaires, comme on dit, à poil, hein, donc dénudée parce que je suis en train de me changer. Ça tient la route, cette machine à humiliation, à me discréditer, à me vandaliser, à m'accuser de tout, à me ficher S, à me ficher comme une criminelle sans avoir jamais me permise d'aller devant la justice, de hâter un document officiel parce que nous sommes là face aux ségrégations raciales. Ça, c'est un camouflage, les humiliations autour. Et je demande les États africains de vérifier cette réorganisation ségrégationnelle à notre égard. Sinon, nous ne sortirons pas d'ici vivantes.
Merci beaucoup, les filles. Merci, Christophe. J'ai fini. Gladys, tu prends le relais? D'accord. Merci, Christophe. Bonjour à toutes. Bonjour. Merci d'être venu à notre petite réunion d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'on vit énormément de choses toutes, hein, avec un mode opératoire différent. Donc, voilà, moi, j'ai déjà relaté, en fait, tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, depuis que je suis rentrée en France. Je rappelle que quand je suis venue en France, il y a toutes les pièces, hein. J'ai payé moi-même mon billet d'avion, mon visa pour venir pour 15 jours, et on est en train de partir à 15 ans. De prise d'otage. À la base, je ne suis pas venue pour fonder une famille, hein. À la base, je suis venue juste pour mes vacances, en fait. C'est dans le visa Schengen que j'ai envoyé à Christophe lors de la vidéo précédente, là. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être tombée dans un réseau. En plus, ce qui est bizarre, c'est que je me rappelle, en fait, quand j'ai fait la demande de visa au Gabon, à l'ambassade, au consulat de France, il y avait la première fois, ils m'ont refusé le visa. Et en me refusant le visa, j'ai essayé de demander, en fait, la JETMA pour qui je travaillais demandait, mais pourquoi vous l'avez refusé le visa? Et donc, ils ont posé la question à Madame Lemoine, qui était consul à l'époque. Madame Lemoine a dit, celle-là, si elle part, elle ne va pas revenir. Ils vont tout faire pour la garder là-bas. Et c'est pas possible qu'elle y aille, on ne veut pas parce qu'elle n'a pas sa place là-bas. Et on a très peur qu'on lui fasse n'importe quoi là-bas. Et donc, du coup, moi, je me disais qu'elle ne voulait pas que je rentre. Donc, voilà. Et puis, finalement, Jetma, puisque j'avais payé le billet d'avion, que j'avais tout mis en œuvre pour entrer en France, de moi-même, j'avais ramené mon argent. C'est l'argent que j'avais travaillé chez Jetma. Et j'ai insisté. Et donc, du coup, Madame Lecky, qui était une des responsables de chez Jetma, m'a dit, bah, je vais aller voir avec plus qu'elle était responsable de l'Association des Français au Gabon. Donc, elle a demandé, elle est allée voir en fait la consul, Madame Lemoigne. Elle lui a dit qu'il faudrait réétudier le dossier. Et donc, du coup, il y a eu des échanges entre eux. Christophe, je peux t'envoyer même les échanges en question. Donc, il y avait mon responsable, Jean-Baptiste Leménager, sa femme qui travaillait à l'ambassade de France au Gabon, et Madame Lemoigne et Madame Lecky. Donc, il y a eu un échange et c'est comme ça qu'on m'a délivré le visa parce que j'étais salariée de chez Jetma. Jetma Gabon, c'est une société française comme le groupe Bolloré. Je ne sais pas si tout le monde connaît le groupe Bolloré, mais je pense que si, c'est tout ce qui est rattaché au terminal à conteneurs. À la base, je sais que je suis née dans une famille, mon grand-père, il était politicien aussi. Il était député à la base. Après, il est devenu ministre quelque temps après. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça que j'ai été prise en otage. Donc, je me pose énormément de questions. Est-ce que c'est à cause de ça que j'ai été prise en otage en France? Quand je suis rentrée tranquillement et je ne comprends pas pourquoi on me prend en otage depuis plus de 15 ans sans que je ne comprenne. Et dedans, on m'a introduit un homme de BNP qui s'appelle Franck Nicolas, que je parle sur les vidéos. Il a réussi, ce monsieur-là, à créer une procédure qui fait au moins 500 pages en me traitant de prostituée, en me traitant de tout ce qu'il veut, sous la couverture totale de l'État français. Quand je parle d'État français, j'ai écrit à tout le monde. Le procureur d'Evry, il est là, il est en tant que spectateur sur le dossier. Jusque-là, il ne fait rien. J'ai créé ma petite société, je me rends compte qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre à la saboter. Ils ont pris mes enfants. Le mécanisme qu'ils utilisent aujourd'hui, je suis en train de me demander que ce mécanisme-là, je ne sais pas pourquoi ils attendent, enfin, je ne sais pas ce qu'ils attendent, si c'est derrière que je meure ou que je devienne, je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi, mais ce que j'aimerais bien dire ce soir
à l'État gabonais, parce qu'en fait, l'État français, je ne lui fais pas tellement confiance, je suis malheureusement désolée de le dire. C'est vraiment ce que je demande à l'État gabonais, c'est vraiment de me venir en aide, de me sortir de là, de cet enfer, parce qu'en fait, ça fait des années d'enfer que je vis sur le territoire français, et là, je n'en peux plus. Là, ce sont mes finances qu'on est en train d'attaquer, on est en train d'attaquer mon entreprise, je ne peux même plus facturer mes clients. Je ne sais pas comment ils veulent que je vive sur le territoire français. Et tout le monde, le procureur d'Evry est toujours là. C'est lui qui a généré ce dossier-là. Et du coup, plus personne ne parle. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer indéfiniment, quoi, ce dossier. Il faut que ça s'arrête. Et que derrière, on me rende mes enfants, que je puisse quitter le territoire français. Parce qu'en fait, à chaque fois que je demande ça, j'ai l'impression qu'on met tout en œuvre pour que je ne parte pas. Là, on a bloqué mes finances, c'est pour m'empêcher de partir. C'est exprès, ça a été fait exprès, c'est pour m'empêcher de partir. Là, je demande encore une fois aux autorités gabonaises de vraiment intervenir dans le dossier. C'est de rentrer dans le dossier, de voir ce qu'il y a dans le dossier, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses dans ce dossier-là qu'on cache et qu'on le découvre, qu'on mette les choses en lumière, qu'on ramène le monsieur Franck Nicolas au pénal pour qu'il aille se justifier, dire qu'il a introduit là. Et comme ça, on en finit avec. Moi, je n'en peux plus des choses qui se passent en France. J'ai l'impression qu'on s'attaque beaucoup plus aux femmes noires, isolées, et des femmes intelligentes comme moi, parce qu'en fait, j'ai tout pour réussir ma vie. Hein. J'ai vraiment tout pour réussir ma vie ici en France. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que je ne réussisse pas. Les clients sont en train de fuir le cabinet. Tout est en train de foutre le camp. Je me retrouve avec des problèmes. Enfin, c'est pas que c'est ingérable, mais j'ai des problèmes à tout, de partout. Et ce sont eux qui sont en train d'organiser tout ça. Ce que je demande encore une fois à l'État gabonais, c'est vraiment de me venir en aide, de saisir le président de la transition du Gabon, monsieur Oligui Nguema, là, et d'essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce dossier-là, parce qu'en fait, quand je regarde ce qui se passe, moi, j'ai très, très peur, je crains pour ma vie, en fait, sur le territoire français. Et j'ai craint également pour la vie de mes enfants. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je vous remercie. Merci Gladys. Bon, on va essayer de donner la parole peut-être. Esperanza, vous avez envie de prendre la parole? Oui. Allez, c'est à vous, Esperanza. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Moi, je suis... Bonsoir. Depuis que je suis arrivée en France, ça fait déjà 5 ans. Le 17 décembre, ça fait 5 ans. J'ai vu la France, c'est très difficile pour moi. Je suis arrivée je suis entrée avec mon visa tourisme de 30 jours. Quand je suis arrivée le 27 décembre 2018, mon visa était fini, j'étais malade. On m'a mis à l'hôpital. Et puis, ils ont placé mes enfants. Ils m'ont dit ceci, qu'on va m'aider pour placer les enfants. La dame qui était avec moi, elle a dit non, on va placer les enfants pour t'aider, pour que tu ailles à l'hôpital. En allant à l'hôpital, elle m'a demandé si je suis quelle nationalité. Je suis angolaise. Le docteur disait toujours non, tu es congolais. Moi, j'ai dit non, je suis angolaise. Avec mes papiers, j'ai montré mes papiers. Alors, on a vu les enfants, ils ont pris les enfants, ils ont placé les enfants à Paris. J'ai fait à l'hôpital pendant 3 mois. Je me suis décidée, j'ai dit non, je vais rentrer. On m'a dit non, ne rentre plus, il faut rester, il faut demander l'asile. Quand j'ai demandé l'asile, moi, j'ai demandé l'asile, je ne connais même pas l'asile, comment on demande l'asile. On m'a expliqué qu'il faut demander l'asile, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je suis allée, j'ai demandé l'asile, ça va aboutir parce que tu es malade. On m'a dit que quelle maladie que j'ai.
Oh non, tu es la maladie mentale. Je me suis décidé, moi, j'ai dit donc, d'accord, je vais demander l'asile. J'ai demandé l'asile, l'asile n'a pas abouti. Mais on m'a placé, on m'a dit non, il faut aller à l'hôtel. Ils m'ont mis à l'hôtel là où je suis. Ils m'ont remis mes enfants. Quand ils ont remis mes enfants, ils envoyaient toujours les éducateurs pour venir voir les enfants. Les éducateurs venaient à tout moment à la maison. Ils m'ont dit non, Madame Boueto, tu es fatiguée, il faut que on prenne encore les enfants pour les mettre à côté de toi, pour qu'ils puissent être ensemble, à côté des saisons. Ils ont placé les enfants encore. Quand ils ont placé les enfants venaient à tout moment. Le week-end, ils venaient. Mais subitement comme ça, les éducateurs qui étaient à côté de moi, je ne savais même pas qu'à côté, il y a une asile à côté de moi. Moi, je suis 98, dans le numéro 100, il y a l'asile. Je ne savais pas ça. Et puis l'asile, ils ont dit non, on va placer les enfants ne viennent plus. Jusqu'à ce qu'on a violé ma fille. Quand on a violé ma fille, j'ai demandé aujourd'hui où se trouve la plainte si on a violé ma fille. Je ne sais, on a dit oh non, la plainte continue. C'est pour ça que je demande à Tangolais qu'elle puisse chercher la plainte là. Parce que moi, j'ai marre. J'ai marre pour rester ici en France. Mes enfants ne sont pas bien. Ils se réclament maman. Moi-même, je ne suis pas bien. Je suis en bon état. Je n'ai pas encore de papiers. Comment je vais vivre ici en France? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Comment je vais vivre? C'est pour ça que je demande à l'État français, à l'État angolais, pour se venir en aide de moi. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. Merci Esperanza. Donc, maintenant, on va donner la parole à Fabiola peut-être, non? Hein? Bonsoir à tous. Alors, vous m'entendez? Fabiola, vas-y, tu as la parole. Vous m'entendez? Ok. Ben, moi, je suis de la Guyane, donc je suis originaire de là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes classes là-bas, donc j'ai 2 enfants qui sont en Guyane, une à Cayenne et l'autre à Kourou. J'ai quitté la Guyane par rapport à mon deuxième qui avait du mal à avoir une scolarité normale. Sa maîtresse, un jour elle vient pas, cette semaine, genre dans la semaine, elle va venir 3 fois et après on la revoit pas et après on la revoit 3 semaines après. Et j'ai dit, mon fils était au CP, j'ai dit, je peux pas continuer à rester là. J'ai été demandé changement d'établissement. On m'a dit non. Attends, Fabiola, est-ce que tu as quelque chose de son qui sonne derrière chez toi? Est-ce que tu as un micro? Parce qu'on entend une autre voix. C'est bon, vous m'entendez? Voilà, vas-y. Ah, désolée. Il y avait de la musique derrière. Voilà. Oui, donc du coup, moi, j'ai quitté la Guyane, c'était pour pouvoir donner à mes enfants mon deuxième scolarité. D'un côté, je ne regrette pas d'avoir quitté la Guyane parce que mon fils, il a eu son brevet avec mention et tout. Mais dès que je suis arrivée en France, en juillet 2014, en septembre 2014, tout de suite, j'ai eu la visite de ces 2 personnes de la PMI me disant qu'ils veulent me rencontrer pour un programme d'accompagnement de mères célibataires. Tandis que je n'avais même pas encore transféré mon dossier CAF, mon dossier CMU, tout était resté en Guyane, je n'avais encore rien fait. Et ils m'ont pris dès le début dans le trap, me traquer la moindre des choses. Et moi, je dis que mes enfants, ils n'ont pas à subir ça. Je fais appel, comme je suis guyanaise et que la Guyane fait partie de la France, j'ai écrit à Macron, j'ai écrit à l'ancien Premier ministre de la Justice, de la Jeunesse en 2020. Cette année encore, j'ai écrit au procureur, je les ai expliqué mon histoire, de dire que moi, je suis aide médico-psychologique, j'ai travaillé, j'ai accompagné des personnes en situation de handicap, des enfants placés, et que maintenant, on me place mes enfants. Pourquoi? À chaque fois, c'est des accusations, c'est jamais les mêmes choses. Donc, moi, je dis qu'à un moment donné, il faut que ce cinéma, il arrête, que
dire les politiciens guyanais se mélanger pour avoir le fin mot de l'histoire, savoir la raison pour laquelle mes enfants sont réellement placés, d'agir. S'ils peuvent agir, ben, tant mieux, parce que les politiciens guyanais, ils agissent plus quand c'est l'État français qui leur donne de l'ordre. Mais je fais appel à Macron, je fais appel à tout le monde pour savoir la vraie raison du placement de mes enfants, pourquoi mes enfants sont placés, et qu'on me rende mes enfants, surtout la petite dernière, qu'on m'a accusé de l'avoir brûlée, de l'avoir maltraitée, et qu'on me donne les preuves de ce qu'ils avancent, ou sinon qu'ils se taisent. Et ça ne peut pas se faire. On dit, tout à l'heure, on dit que c'est la communauté africaine. On voit bien, moi, je fais partie de la France noire. Donc, ils s'attaquent même aussi à nous. J'ai la voisine, c'est une Martiniquaise, on lui a pris ses 6 enfants. Il y a une autre que je connais à Mienne-Nord, elle a 7 enfants, c'est une Guadeloupéenne, on lui a pris ses enfants. Donc, il s'attaque vraiment aux mères célibataires. C'est pas parce que, comme j'avais dit à la juge, c'est pas parce qu'on est des mères célibataires qu'on est des idiotes. Beaucoup, comme moi, j'ai fait des études, j'ai un niveau bac+3. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, il faut que l'ASE, ils arrêtent. Et donc, je fais appel à ce que Macron puisse demander une enquête sur le dossier, parce que j'ai demandé une contre-expertise qui a été classée sans suite parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas assez d'éléments. Donc, à un moment donné, il faut qu'on me dise réellement pourquoi on m'a pris mes enfants et qu'on me rende mes enfants. Parce que là, ça fait 2 ans, 10 mois que je ne vois pas mes enfants, que je suis interdit. On a voulu m'hospitaliser en psychiatrie, c'est pas passé. On a voulu me mettre en garde à vue. À chaque fois, je suis sortie de la garde à vue. Donc, non, que cet acharnement, il s'arrête. Une mère célibataire ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Avoir des enfants avec plusieurs pères, c'est pas que chez les Noirs, il y a ça. Chez les Blancs aussi, il y en a. Chez les Arabes, il y en a. Chez partout, il y en a. Mais moi, je demande juste que la fin de ce truc, parce que je vais finir par enterrer ma fille, parce que ma fille, elle a fait une tentative de suicide, comme je disais là, en mois de juillet, j'ai failli l'enterrer. J'ai failli d'enterrer ma fille avec toutes leurs conneries. Ma fille, elle a 14 ans, elle n'a pas demandé ça, elle ne mérite pas ça. À l'heure actuelle, je vous parle, depuis le mois de septembre, ma fille, elle ne va plus à l'école. Elle n'est pas scolarisée, elle est en foyer, et tous les jours, on la prend, on l'emmène dans le service, le SAS, pour être suivie. Tandis qu'une gamine de 14 ans doit être au collège. Là, normalement, ma fille doit passer le brevet. Et on enferme ma fille dans une boîte. Non, parce que ma fille, elle faisait partie des 5 premiers de la classe. Donc, bousiller la vie de... Pourquoi, en fait? Là, j'ai mon fils de 19 ans, il a arrêté l'école. Il ne va plus à l'école. Il me dit, maman, je n'ai plus cette force. Parce que quand je suis à l'école, j'entends mes potes qui me parlent, ouais, ma petite soeur, mon petit frère, moi, mes frères et mes soeurs, ils sont où? Là, il est en train de chercher du travail. Pourquoi? Il me dit, maman, je vais chercher du travail. Je vais chercher un appartement, je vais voir si je peux récupérer mes frères et soeurs. Ce n'est pas son rôle. Il a 19 ans, il doit jouir de sa vie. Et là, le département de la Somme l'empêche de le faire. Et j'ai mon fils de 18 mois aussi qui grandit. Il ne sait même pas c'est qui ses frères, il ne sait pas c'est qui ses soeurs. Il ne sait rien. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, que Macron il dise un mot sur... il puisse avoir un visu sur ce qui se passe, surtout dans la Somme, parce que tous les vendredis, chaque fois que tu sors, tu vois la voiture de l'ASE, tu tournes ta tête et sors à la police. Il y a des placements à tout bout de champ. Et on place des enfants comme si c'était des marchandises. Non, c'est pas possible. Moi, je demande juste, avant que ma fille fasse sa dernière tentative et que j'enterre ma fille, de mettre fin à ça. Parce que moi, comme je leur ai dit, que si j'enterre ma fille, là, je deviens folle. Donc, ils ont intérêt d'agir, parce que je n'ai pas envie d'enterrer aucun de mes enfants. Je ne peux pas. Là, j'ai mes enfants, un à Abbeville, l'autre à Montdidier, l'autre à Erens. C'est quoi? C'est quoi le but? Combien d'argent? Est-ce que l'argent qui touche pour bousiller des familles comme ça vaut la peine? Parce que quand ils vont mourir, ils vont laisser tout ça sur la terre. Donc, moi, je demande juste que Macron, que le ministre, j'ai fait des écrits, j'ai tout donné à mon avocat. Quand je l'ai donné, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais madame, vous avez toutes les preuves. Je dis, j'ai toutes les preuves contre l'ASE, les appels, les enregistrements, j'ai tout ce que m'ont fait subir, j'ai tout. Donc, pourquoi ils ne veulent pas me rendre mes enfants? Ils savent qu'ils sont en tort, mais rendez-moi mes enfants. Parce que moi, voir ma fille dans la baie vitrée, couchée sur le lit, et on essaie de lui donner les médicaments pour enlever l'excès de médicaments qu'elle a pris pour la tentative de suicide là au mois de mars, ça m'a brisé. Donc, si eux, ça les amuse de briser des vies, moi, ça ne m'amuse pas. Parce que je n'ai pas mis mes enfants au monde pour les enterrer. C'est eux qui doivent m'enterrer.
Moi, j'ai pas pu enterrer mon père l'année dernière, mais normalement, c'est à moi, c'est à nous d'enterrer, c'est à nos enfants de nous enterrer, c'est pas à moi. Moi, je peux pas enterrer mes enfants. Donc, Macron, ta clique pour une fois depuis ton mandat, agis, parce que moi, je fais partie de cette France noire. Cette France que vous avez été chercher quand il y avait le Bubindom. Sur l'époque de Chirac, vous avez été chercher des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Guyanais pour venir reconstruire, vous aider à reconstruire la France. Moi, j'ai fait partie de cette France. Donc, qui est dire, moi, j'ai travaillé en maison de retraite. Ma mère, elle a été femme de ménage de gendarme. Donc, pourquoi vous vous acharnez sur moi? J'aurais compris si j'étais de la basse, même la basse classe, on ne peut pas faire ça une mère. On aurait dit, vous savez, les chiennes, excusez-moi, elles bêtent bas, et puis tout le monde vient, ils se sert, ils achètent la petite chienne, ils achètent, j'ai l'impression que c'est ça que je suis. Il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut que ça s'arrête. Là, je vais passer au tribunal, il faut que ça s'arrête, c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Fabiola. Bon, moi je vais faire un tout petit avant de donner la parole à Chantal. Donc, ce que j'avais envie de dire, c'est que on voit bien que quel que soit le cas, on a affaire à du mensonge en permanence pour pouvoir enlever les enfants. D'accord? Et quand vous regarderez tous les témoignages qu'il y a sur ma chaîne, à chaque fois, le constat, c'est le même. On a affaire à l'enfant est un business. L'enfant qu'on enlève, c'est parce que ça fait de l'argent, ça fait travailler beaucoup de gens, d'accord? Et les motifs d'enlèvement des enfants, c'est toujours des mensonges par les services sociaux qui font des rapports au juge, mais dont vous avez jamais la copie du rapport. Voilà. C'est un constat que vous pouvez regarder dans tous les témoignages. Chantal, est-ce que vous avez envie de prendre la parole, Chantal? Ouais, je vous remercie. Je salue tout le monde là. Et je vous remercie parce que ce que vous faites pour nous, vraiment, c'est beaucoup. On n'a rien à vous dire, mais moi, je ne peux rien vous donner comme récompense, mais bon, c'est Dieu seul qui sait, parce que si aujourd'hui, vous nous donnez la parole, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi et je ne sais pas pour les autres. Moi, j'en ai tapé, mais bon, j'ai été dans d'autres, mais bon. Bon, moi, je suis là. Je pense bien que mon histoire est terrible, tellement terrible. Mon enfant a été placé, elle est décédée entre les mains de l'ASE. Et elle est placée, elle est décédée d'une cause médicale, un empoisonnement médicamenteux, dont les médicaments antimoniques qui ne se mélangent pas et qui donnent la mort. Donc, dans ces médicaments prescrits, je ne savais pas, on ne m'avait jamais parlé que mon enfant prenait des médicaments. Et même jusqu'à sa mort, je n'ai pas été à ses côtés, on m'a tout caché. Et j'ai trouvé mon enfant couché mort. C'est pour vous dire que vraiment, la blessure est profonde, mais je fais avec. Comme Dieu ne laisse personne, je me bats. Je me suis battue depuis 2012, elle est décédée. Et je me bats aussi jusqu'à ce jour pour que justice soit rendue pour elle. Au moins, si elle était vivante et que même elle, si elle était placée, que je savais qu'elle était placée, j'entendais encore sa voix, ça allait encore me donner espoir. Mais plus jamais, plus jamais. Elle est là. Donc voilà.
Donc, elle reste là. La zone m'a brisé. Je suis une personne diminuée. Je vis, mais je suis partie le jour que mon enfant est parti. C'est une partie de moi qui est partie. C'est moi qui est partie, une partie de moi. Si c'était à refaire, je leur disais de me prendre et laisser mon enfant. Si c'était que ces médicaments-là, on pouvait me les donner, que moi je pars à sa place, j'ai accepté tout ça. Mais ce qui est là, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Ce que je vous demande aussi, est-ce que le fait qu'on vient, on va être là, on va parler, l'union fait la force. Déjà, on a déjà une personne comme monsieur Christophe qui peut nous accompagner. Et peut-être, pourquoi pas d'autres. Quand déjà nous formons 4-5 femmes qui pleurent, pourquoi aussi ne pas faire quelque chose pour nos enfants? Ce que je peux vous dire, je n'ai pas les moyens pour vous dire que je me bats parce que, mais seul Dieu sait comment j'ai fait pour arriver là. Mais déjà, quand nous sommes déjà comme ça là, que nous soyons au nord de la France, que nous soyons machin, mais on se dit qu'il faut que nous fassions quelque chose. Ça peut aussi sauver. Là maintenant, là, ne regardons pas nos enfants. Regardons, c'est d'autres enfants. On défend nos enfants, mais nous devons défendre aussi, d'abord, nous, on est là, on ne connaît pas ceux qui sont encore là, qui vivent ça même encore plus que pire. Parce qu'il y en a les Mélissa. Ils sont combien, je ne sais pas. Donc là, aujourd'hui, moi, mon combat, bien que c'est le combat pour Mélissa, mais c'est le combat de Mélissa qui sont cachés. C'est ma vision. Parce que si elle a subi ça, il y a combien qui subissent ça? Donc, si on peut réfléchir, il y a aussi dans vos côtés, parmi vous, même dans les deux, il y a des femmes, les gens qui ne parlent pas, qui subissent ça. Ils ont peur de parler, ils ont peur. Vous savez, chez nous, on dit, quand le bois est en brousse, quand on tue un serpent, parce que la vipère, c'est un poisson, c'est un animal que quand c'est encore en brousse, c'est pour les enfants. Mais quand on amène déjà la vipère au village, ça devient l'affaire des anciens. On ne peut pas seulement être... On pleure, on appelle même au secours de nos consuls, de nos ambassadeurs. Mais si déjà nous-mêmes, on se dit non, on fait une marche déjà pour nos enfants, ça va bouger. Ça va faire bouger. Parce que quand moi je vois, mon cas même, je laisse, c'est comme ça. On vient pleurer. Il y a même un autre cas là, une compatriote, son bébé, je ne sais pas dans quel hôpital, qu'on avait empoisonné un bébé nouveau-né, bien né et tout ça. J'ai essayé, mais parfois on a la dépression, mais parfois il faut penser à soi quand on veut vraiment défendre ses enfants. Il faut penser à toi-même. Si tu es bien, tu te prépares toi-même. Ils ne vont pas te traiter que on t'amène dans les
affaires de psychologue, machin. Moi, le jour que mon enfant est décédé, que je ne savais pas, ils m'ont amené, ils m'ont fait boire les médicaments sans savoir. J'avais même refusé ces médicaments. Combien de fois ils ont tenté de me dire, va voir le psychologue, machin, machin. Je leur disais, non, on vous amène dans les secteurs comme ça pour qu'après on dise, ah, vous n'avez pas la tête. Moi, on m'a donné, on a écrit un papier que, toujours l'ASE, hein, ce n'est pas le médecin. L'ASE a dit que j'étais dans une maison de machin, là, de drogue. Leur problème, c'est ça. Donc, il faut quand on engage, on a ces problèmes. Je sais que c'est fort, mais il faut un peu dominer. Et même au niveau de prendre la parole, l'agissement devant ces gens. Et ils attendent seulement un petit brin une étincelle ils disent, ah oui, c'est comme ça. Donc, c'est ce que moi, je peux vous dire. Vous, peut-être, de temps en temps, j'ai des vidéos. Mes vidéos, vous les connaissez, peut-être Chantal, tout ça. Donc, moi, je vis ça. Aucune nuit ne passe. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, je vais interpeller l'ambassade du Cameroun, le consul général, parce que en tant que Camerounaise, mon histoire, c'est pas une histoire composée, c'est pas une histoire, c'est une histoire vraie que mon enfant a été empoisonné. Donc, moi, je fais appel au consul général. Mon enfant même est française, mais d'origine camerounaise. Moi-même, je suis sa maman camerounaise. Donc, j'interpelle le consul. Il est là, ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nous protéger. Je ne sais, vous êtes de quelle Gabonaise, ils sont là quand nous sommes dans un pays étranger. Ils sont là. Ils ont nos cartes consulaires. Et l'ambassade, c'est notre pays à l'étranger. Quand nous avions tous ces problèmes-ci, et qui sont au courant de ça, ils doivent intervenir. Ça devient un problème diplomatique. Donc, moi, je conseille, je sais le conseil que je peux donner à chaque personne parmi nous. Moi, j'ai écrit au consul du Cameroun. J'ai déjà écrit 2 fois, mais quand même, il m'avait répondu qu'il est en train de réfléchir et je vais relancer. Peut-être moi, il peut me répondre comme ça. Comme c'est les diplomates, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire que j'ai encore vu le retour, mais c'est la réponse qu'il m'avait écrit. Et j'avais aussi saisi madame, je l'avais écrit aussi, madame Cobel, Charlotte Cobel. Elle m'a répondu. Elle a même transmis mes vidéos avec mes courriers au ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé a dû transmettre aussi, non pas le ministre, madame Charlotte a saisi aussi le secrétaire général de machin pour la santé là, de Val-de-Loire. Elle a saisi aussi le département. Elle a saisi aussi le préfet là où moi je suis là. Donc, on a les mêmes problèmes, mais les dossiers différents. Donc, si nous pouvons se souder les mains et réfléchir aussi, nous sommes des mamans. Nous sommes des mamans. Même si nous sommes 5 et les t-shirts, c'est combien? 5 t-shirts, on part à la préfecture, on prend
même on fait signer des papiers à la préfecture, même au niveau de Paris, même au niveau, moi, même ici, même d'ailleurs, mais c'est un truc à programmer. Oui, il faut se battre. Ce que je peux vous dire, on ne se lasse pas. L'enfant, c'est notre, c'est-à-dire, comme on dit, moi je parle, c'est nos pieds d'éléphant. Parce que quand l'éléphant part dehors, il laisse les traces. Ce sont nos traces. Si ils nous font perdre ses enfants, ils nous arrachent ses enfants. C'est pour que nous vivons comment? Nous, les Africains, notre richesse, ce sont nos enfants. En Afrique, ce n'est pas l'argent. Nous, c'est d'abord les personnes avant l'argent. Donc, ce sont nos enfants-là qui sont nos héritages. Si on peut nous les arracher, c'est que nous, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et nous les faire mourir. Comme vous me disiez, là, il y a la dame qui disait là que l'enfant est en train de prendre les médicaments, l'enfant se suicide. Quand l'enfant a déjà les idées de suicide, c'est qu'il a déjà pris les médicaments, les antidépresseurs qui agissent dans le système nerveux central. Et à un moment donné, mon enfant, quand je vous parle, c'est les médicaments qu'ils ont donnés à mon enfant. Les antidépresseurs, tout ça et tout ça. Et l'enfant devient agressif, il parle d'agressivité. Ce sont les médicaments-là qui rendent, même avec les adultes, ce sont ces médicaments qui rendent, qui rendent l'enfant agressif parce qu'il n'a plus, il modifie son système nerveux central. Il y a combien de gens qui sont devenus fous ici? On dit c'est l'Alzheimer. Je parle ça par rapport à ma fille. Et elle avait pris le poids et elle était déjà... J'ai trouvé mon enfant couché mort. Si ce n'était pas les autopsies, on allait me raconter des choses. Moi, j'ai demandé les autopsies, mais les autopsies, et trop de mensonges, toujours le mensonge, toujours le mensonge. Je pense bien que c'est la seule solution. C'est la seule. Donc déjà, il faut que vous sachiez si vous avez donné l'autorisation qu'on vous donne des médicaments aux enfants. Et si dans le cas où on vous donne les médicaments aux enfants, il faut que vous sachiez quels médicaments et vous les portez déjà plainte parce qu'on ne peut pas donner des médicaments à un enfant sans que son père, sa mère ne le sache. Mais l'homme à qui j'avais épousé est passé par derrière sans que je ne sache. Mais moi, sa plainte est en cours parce que je le porte plainte. Une citation directe parce que même lui, je ne veux pas le laisser là. C'est-à-dire, il a contribué à la destruction de la vie humaine de mon enfant. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Qu'on est tous dans la merde, mais moi, je remercie que vos enfants, ils sont en vie. Mais comme ils sont en vie, ne vous laissez pas faire. Hein. Moi, je ne verrai plus Mélissa, plus jamais. Elle devait avoir 21 ans aujourd'hui. Elle est née le 6 janvier 2001. Donc voilà. Elle a déjà fini ses études. Pourquoi même pas travailler? Très intelligente. C'était une génie. Peut-être pourquoi pas à l'université. Vous voyez, ils m'ont brisé, ils m'ont détruit. Ils m'ont brisé la vie de ma famille jusqu'à la vie. Donc, je m'arrête là. Merci Chantal, merci. Bon, ben voilà la parole de 5 femmes. C'est pas tous les jours que je fais ça en fait, hein, donner la parole à 5 femmes. Je trouve que c'est bien, non, Gladys, Hilda, non, vous ne trouvez pas? C'est bien. On n'a pas parlé de... Oui, ça fait du bien. Ça fait aussi... c'est une façon de souffler. Hein, parce que c'est un peu un grand médicament, là. Parce que s'il faut ruminer, s'il faut avoir de temps en temps...
Il y a des moments comme moi, je suis parfois, hein, je rends grâce à Dieu parce que je pars au travail, mais il y a des moments compliqués. Hein. C'est pas qu'on le veut, mais ça vient comme ça. Donc, c'est pas mal. Chantal, bonjour. Et Oui, bonjour. vraiment, je suis vraiment touchée dans mon âme en tant que femme et tant que mère. Mais merci beaucoup d'avoir encore trouvé du courage de vous tenir debout et de vouloir y être disponible pour cette lutte. Oui. Comme tu as dit, on doit faire ça pour nos enfants et pour les autres enfants. Et je pense que ça serait bien déjà que nous, on puisse avoir nos entretiens entre nous sur WhatsApp. Comme ça, on va pouvoir déjà mettre en place quelque chose. Mais Christophe, lui, va nous faire une pétition. Hein, la pétition, Gladys, t'as oublié? Oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse une pétition parce qu'en fait, plus on entend les témoignages, tous les témoignages qu'on vient de faire là, ils volent nos enfants pour payer leur voiture, leur maison, etc., etc. Ils ont leurs enfants. Quand ils rentrent le soir, ils les regardent, leurs enfants, sachant… Allô, excuse-moi, s'il te plaît, allô. Allô. Tata Oui. Chantal, on t'entend même. On t'entend. Voilà, oui, excusez-moi, je voulais, c'est pas que je veux te museler, non. Vous savez, quand on est à faire à ces gens, on doit avoir un langage, parce que quand on veut aller chercher le verre de terre, il y a des verres blancs, on doit avoir aussi un doigt tendre. Parce qu'on sait qu'on subit, on a la colère, mais quand nous devons prendre la parole, nous devons nous devons être diplomates, même comme nos enfants sont comme ça, même mon enfant qui est parti, comme je vous ai donné la parole qu'aujourd'hui je suis là, mon combat, c'est pas Mélissa. Bien que justice soit faite, mon combat, c'est que ça ne doit plus se passer. Ça ne doit plus se faire, que ça s'arrête. Donc, c'est le petit mot là que j'allais juste dire que même aussi avec Christophe, quand on est, vous savez, Christophe aussi, c'est quelqu'un aussi qu'on doit, c'est le même langage, on doit avoir des langages codés, même si nous sommes incendiés, on ne doit pas tellement. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Alors, pour conclure, hein, moi, sur ma partie, ils prennent nos enfants. Moi, mes enfants, ils ont été violés, ils sont passés à l'ASE. Là, on entend plein de témoignages, il y a des meurtres d'enfants. La dame, là, que vous avez prononcé le nom, là, c'est la maman de Bello, en fait, Marie. L'enfant a été tué à la pouponnière de Paris. Son histoire, ça date depuis 10 ans, en fait. Là, il y a 10 ans d'instruction dedans. Et en fait, pour revenir à ça, avec tous les éléments, les recueils des éléments qu'on a aujourd'hui, je pense, avec Hilda, qu'on doit faire une pétition pour pouvoir parler de nos problèmes dans la pétition. Je crois que c'est ça, Christophe, parce qu'on ne peut pas faire une plainte commune. En France, on ne peut pas faire une plainte commune. C'est pour ça que quand j'ai parlé de la pétition, c'était une manière de fédérer les gens. D'accord ? Et la pétition, elle peut justement permettre à plein de gens de se solidariser. Après, une fois qu'il y a la pétition, chaque membre de la pétition peut faire un dépôt de plainte unique. En France, la plainte collective n'existe pas, on ne peut pas la faire. D'accord. Alors, moi, dans mon dossier, avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai déjà constitué avec partie civile. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que je pourrais faire au travers la pétition. La pétition, c'est bien, on va pouvoir faire la pétition. Ça veut dire que derrière, on va mettre quelque chose en ligne sur, comment on appelle l'outil là,
Je sais pas c'est que sur quel petit Christophe on peut faire la pétition. TikTok, X, ouais, Twitter, TikTok. Chez Christophe. Des réseaux sociaux, plein de réseaux sociaux. Alors, oui, c'est les réseaux sociaux. Il faut savoir quand même qu'il existe déjà des pétitions pour le monde des enfants. Hein. Il faut savoir. Ouais. C'est pas la première, mais ça ne sera pas la dernière. D'accord? C'est pour ça qu'il faut continuer de le faire. Parce que là, si on fait une pétition, derrière, en fait, ce que moi je pense que les mamans attendent là, c'est que derrière, il y ait des actions en justice. Moi, j'ai déjà plein d'actions en justice pour mon affaire. Et encore aujourd'hui, mon avocate m'a dit que voilà, bah, il y avait des choses qui allaient au pénal. Et du coup, moi, j'aurais juste besoin des attestations. En fait, les mamans, certainement, enfin, je crois que Chantal, elle est déjà en instruction. Alors, pour celles qui ne sont pas en instruction, je ne sais pas ce que ça peut les rapporter, la pétition. Bon, que le dossier soit en instruction ou pas, mais ces avocats-là, vous ne les voyez pas dans les télés défendre. Moi, j'ai les attestations. Moi, j'ai l'attestation de mon avocate pour faire, pour attester de ce qui s'est passé sur mon enfant. Vous savez aussi, c'est dans ces affaires-là, je voulais aussi vous dire ceci. Quand déjà, on ne peut pas aller, on ne peut pas engager une procédure sans des pièces. Par exemple, quand je vous dis, j'ai l'attestation de mon avocat qui met des droits. Parce que si je parle aujourd'hui et même M. Christophe qui est devant vous là, vous avez mes dossiers, peut-être même vous lisez même cette attestation. Il faut déjà que, comme je vous disais, qu'il faut que à chaque dossier, on n'a pas les mêmes dossiers, mais le problème est que nous sommes là pour laissons même les enfants, les dossiers. Nous sommes là pour défendre les droits des enfants, que ces enfants ne doivent plus être arrachés comme ça. Moi, ce n'est pas parce que quand il faut défendre une cause, comment on défend la cause des animaux là? Est-ce que c'est normal? On défend la cause des enfants arrachés. C'est pas une procédure, c'est normal. C'est un droit. De défendre, comme on dit la non-assistance à personne en danger. Tu trouves quelqu'un en train de tuer une personne. Tu n'appelles pas, tu ne fais pas le maximum pour intervenir. Ça se retourne vers toi. Donc, si déjà, on se dit que, c'est pas nous seuls, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a, hein. Donc, quand on peut se dire que, mon enfant, c'est comme ça, c'est une continuité. C'est une continuité. Donc, vos enfants sont placés. Chacun cherche à récupérer ses enfants. Si déjà 2, 3 femmes, 4, moi, je vous dis que moi, je n'ai plus. Elle n'est plus. Mais est-ce que vous aimerez que vous vivez la même scène que moi? Non, ce n'est pas ça que moi je veux. Se lever et avoir des pancartes, le marché. Et je pense bien que cet avocat qui va te dire que ça, je pense que ça ne peut pas. Sauf si vraiment le dossier, si c'est parce que parfois aussi, moi je veux être cru aussi. Parce qu'il y a aussi nous-mêmes. Il faut que ce que nous disons, que ça se reflète sur nos dossiers. Il faut que quand on dit qu'on a arraché mon enfant, quand je dépose mes papiers comme je dépose, quand je les envoie, même si c'est un passant qui regarde tout ça avec ses papiers, il est incontestablement que mon enfant n'a pas été, on n'a pas détruit ma vie de mon enfant avec des médicaments. Il faut que nous-mêmes, nous devons être sincères envers nous-mêmes et envers nos dossiers. L'ASE, c'est méchant. Et nous cherchons que nos enfants ne partent plus là-bas, que ça s'arrête. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas que tu as déjà une juridiction, machin. Hein?
il y a les marches blanches qui se font. Il y a des gens qui, quelqu'un, ont fait la marche blanche. Elles cherchent à savoir où il y a tel. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Dans le cadre de la pétition, je pense qu'il y avait une action juridique parce que je crois qu'il y aura des avocats de Christophe qui vont devoir intervenir là-dedans. Alors, pourquoi moi je dis que de mon côté, c'est déjà engagé parce que moi, j'ai pris de l'avance. On ne peut pas faire une plainte commune, donc je pense que on va la faire communément et derrière, il y aura quand même des actions juridiques qui vont devoir être enclenchées par rapport au dossier de chacun. D'accord. Je pense que c'est ça, c'est surtout ça, parce que là, il y a des personnes là dans le lot qui n'ont pas engagé des procédures, parce que moi, j'en ai déjà plein, donc qui sont en cours. Là, la dernière a été enclenchée là pour l'affaire des enfants. En fait, il y a aussi quelque chose que je voulais rappeler. On n'a pas des problèmes avec l'ASE. L'ASE, il faut savoir que l'ASE reçoit nos enfants. Les personnes qui envoient nos enfants au sein de l'ASE, ce sont les juges. Et donc, du coup, on est obligé de passer que par la partie judiciaire. Que ce soit, quand des gens, même c'est des gens dans le monde judiciaire, et que l'avocat, selon le contenu de votre... Je ne vous exige pas ça. Hein. Je suis déjà dans 18 ans que mon enfant est parti dans les histoires. À partir du moment déjà, il y a déjà une procédure. Cela n'empêche pas que, par exemple, comme nous sommes là, la maman victime, que vous, vraiment, si c'est une pétition, si c'est, je ne sais pas, que les victimes se mélangent, ce n'est pas une procédure contre, ça ne sera pas une, c'est une façon de crier que libérer nos enfants et que ça ne doit pas s'arrêter. Et que ça doit s'arrêter. Et nous ne faisons pas ça. Nous ne marchons pas pour nos enfants. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que quand des gens font le combat, même dans la spiritualité, quand on prie, on dit il faut prier déjà pour les autres. Quand on est debout, il faut prier pour ceux qui sont, ceux qui sont debout, il ne faut pas tellement penser que c'est pour toi, tu vas seulement prier pour toi. Donc, il faut se dire que le combat que je mène aujourd'hui, bien que c'est toi qui sais que tes enfants sont là-bas, mais c'est le combat des victimes inconnues déjà. Hein? Écoutez. Donc, c'est ça, moi, je voulais juste dire. En fait, Chantal, la pétition, elle va être commune pour tous. Par contre, il y aura on va être tous dans la pétition, mais il y aura quand même des actions judiciaires qui devraient découler de cette pétition. Par exemple, sa fille, elle a été violée. On ne sait pas où ça en est, en fait, au niveau des procédures. Ton micro, là, le micro est proche. Le micro. Alors, c'est pas moi. Il y a un autre micro qui doit être allumé. D'accord, j'écoute. Oui, je t'écoute, s'il te plaît. Alors, dans la pétition, il y aura tout le monde. Il y aura tout le monde confondu dedans. Mais en fait, en dehors de la pétition, il y a des dossiers comme celui d'Esperanza, comme celui de Hilda, qui va nécessiter en fait un suivi juridique en plus de la pétition. Parce qu'en fait, le dossier de Esperanza, par exemple, sa fille, elle a été violée, elle-même, elle a été victime, elle n'a pas de papier, donc il y aura encore d'autres démarches à faire en plus de la pétition. C'est juste ça que j'essaye de dire. La pétition, elle sera pour toutes les victimes. Même moi, je vais y être dedans, même si j'ai déjà engagé certaines choses. Sauf que derrière, il y a des dossiers qui n'ont pas été engagés au niveau judiciaire. Nous, toi et moi, on a des dossiers qui sont déjà au niveau judiciaire. La pétition va aider aussi à d'autres moments d'engager des démarches administratives et judiciaires. C'est ça donc, c'est un collectif, que ce soit judiciaire encore en cours, si c'est comment. Déjà que tout le monde a dit
ça n'a pas d'horizon, ça n'a pas, que ce soit dans le système déjà juridique où le dossier n'est pas encore engagé, à partir du moment que on engage ça, mais personne, c'est toi seul qui sais que mon dossier est encore comme ça, comme ça, comme ça. C'est juste ça, moi je te comprends, c'est normal. Mesdames, laissez-moi vous dire quelque chose. Et je veux vous dire avec un regard, je pense vraiment affûté. Vous savez, quand je vous entends parler, et je crois que l'histoire même, votre histoire démontre 18 ans là dans des procédures, Gladys 15 ans, et moi ça fait 32 ans, Esperanza 5 ans passés, notre petite sœur Fabiola la même chose. Donc laissez-moi vous dire quelque chose. Et c'est là le problème qui touche toujours la communauté africaine. Les dossiers que vous avez là, ça peut encore traîner 20 ans là-dedans. Le pouvoir de cette histoire est dans cette pétition, des plaintes à 0 chacune, l'enveloppe commun envoyée partout, un ensemble d'avocats qui peuvent rentrer là-dedans et ainsi appliquer nos gouvernements. Parce que sinon là, dans 20 ans, on sera toujours en train d'appeler l'avocate et discuter de la même chose. Vous ne jouez jamais avec la force du clan. C'est la force, c'est le pouvoir de l'unité. Moi, quand je vous entends parler et je vois, j'entends vos histoires juridiques, moi, ma fille et ma vie, ils le pétrissent depuis 32 ans bientôt. Ils ne m'ont jamais donné un document parce que les 80% des gens qui sont autour de moi, s'ils ont un document officiel qui m'accuse de quoi que ce soit, ces gens-là ont la possibilité de mettre ça à la table de chevet des présidents, que ce soit en Europe ou en Afrique, des rois ou des princes, des ministres, on n'en parle plus. Donc, regardez cette intelligence. Je veux vous dire, et ça c'est mon regard encore, une fois de plus, si les piliers ne sont pas solides, la maison ne tient pas. Et nous autres là, nous ne sommes pas des piliers solides. Parce que nous venons d'ailleurs avec des fragilités ou de besoins, hein, que je sois élevée par un père qui avait des conditions, j'étais dans une naïveté exquise. Et puis l'Afrique d'hier n'est pas comparable avec l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Donc déjà, nous ne sommes pas des piliers solides. Et c'est pour ça que pour que cette histoire puisse aboutir, il faut que chacune de nous, dans cette pétition, la plainte qu'on va déposer doit d'abord découler sur la fragilité de la personne qu'on est. La vulnérabilité qui est la nôtre. C'est ça la stricte vérité. Si les piliers ne sont pas solides, la maison ne tient pas. Si on ne défend pas les piliers, c'est-à-dire nous. Mais c'est ça, je dis bien ce que je dis, moi je dis, parce que si déjà... Ce n'est pas en unité. Pétition, plainte commune, un ensemble d'avocats ensemble, qu'on va chacune payer, celles qui ne peuvent pas, les autres vont payer à côté, pour apporter ces dossiers, l'asseoir à la table de nos ambassades, de nos gouvernements, la France, les grandes associations. Dans 20 ans, on sera toujours là. Parce que nous avons affaire à des êtres qui ont mis tout un système en place qui fait nourrir et emploie des millions de personnes. Ces gens-là, c'est leur travail, c'est leur salaire, comme nous défendons notre salaire. Alors, nous ne jouons pas avec ça. Avoir une action en justice ne veut pas dire que ça va s'arranger. Hein? Avoir une voiture ne veut pas dire qu'on va la démarrer et ça va nous amener quelque part. Elle peut être en panne. Vous voyez? Donc, notre force, et c'est là où se trouve toujours notre faiblesse, elle doit être dans l'union, uniquement dans l'union. Parce que l'union de cette histoire ensemble, avec ces témoignages ensemble, ces dossiers ensemble, c'est aussi la sécurité et la force des avocats ensemble. Tant qu'on sera dispersé,
Les justices là et les plaintes et le tout ça, ça va tourner en rond. Et ça, c'est un regard de 32 ans. Pourquoi moi, on ne me donne pas un papier officiel? Un papier officiel qui me condamne de quoi que ce soit, c'est un papier qui va arriver, va arriver partout. Donc, ils ne peuvent pas. Alors, ils se sont contentés de violer ma fille en catimini, de me pourchasser en catimini, de m'appauvrir, de me faire subir de tout. Et aujourd'hui que j'ai ouvert les yeux, voilà une ordonnance pour me faire tuer, mais ils ne sont pas Dieu, personne ne va me tuer. Par contre, il faut qu'on soit humble et qu'on sache chacune de nous pour qu'on arrive quelque part et on sort de ces systèmes. Hein? Parce qu'aujourd'hui, Chantal, tu souffres, je te comprends. Mais Dieu sait ce qu'il fait et je le fais confiance. Demain, il te mettra devant le soleil, il va briller pour toi. Tu pourras recommencer ta vie, tu pourras être maman à nouveau. Et pour que ces jours-là arrivent, au jour d'aujourd'hui, nous, on doit déblayer la maison, on doit faire les choses ensemble. On ne joue pas avec la force du clan, la force du nom, le nom, un clan, ça, on ne joue pas avec. Et nous, on ne peut pas se disperser. Une action en justice, ça ne veut rien dire. Alors, Lida, on va arrêter de se disperser là. Alors, la pétition, c'est une action commune. Là, oui. On te dit, Christophe l'a répété peut-être 2 fois, on ne peut pas faire de plainte commune. Là, il va voir. Ça, je le sais. Donc, du coup, il va voir avec ses avocats, ses juristes, il va faire une pétition. On ne peut pas, moi, dans mon cas, je ne peux pas avoir, il y aura la pétition, mon nom va y être, mais je ne peux pas entamer d'autres démarches administratives parce que j'ai déjà plein de dossiers, moi. Ça va devenir chronophage, moi, de mon côté. Là, je demande juste elle s'appelle comment, Esperanza, sa fille, elles ont déjà apparemment des démarches, et toi aussi. Vous avez des démarches, c'est savoir quel est l'avocat qui va suivre, par exemple, vos dossiers. C'est sur ça la base. Et en plus aussi, je suis de même avis que toi, parce que je dis ça, qu'on a des problèmes, mais chaque personne a son dossier. Et comme la dame est en train de dire, ce qu'elle dit, elle est vraie. Et en plus, même chercher des avocats, mais toi-même déjà, madame, il faut que toi-même, tu sois déjà ton propre avocate sur ton dossier. Et avant d'aller chercher un avocat, je parle de moi, ce que j'ai fait. Il m'a fallu 6 ans pour que je tende le dossier à l'avocat, parce que moi-même, je suis devenue avocate ici. Et j'ai fait mes expertises. J'ai tout un bureau là. Donc, il faut que, comme vous nous disiez là que ton enfant a été violé. Est-ce que ton enfant cela a été constaté et elle a eu un certificat médical de viol? Elle avait mon enfant d'un viol en réunion, en pleine rue avec plein de témoins. Est-ce que les témoins ont attesté quelque part? Alors, cette histoire, je crois que Christophe la connaît bien, la comprend bien. Et c'est là… Madame, le problème, c'est quoi déjà, le papier? Et que les témoins peuvent même attester, être entendus. Et même là-bas, la réunion, même au niveau du commissariat des enquêtes, c'est ça. C'est là le problème. C'est un dossier différent. C'est un dossier différent. C'est un réseau puissant où les gens sont muselés. Non, je vous comprends. C'est pas la même chose en fait. Oui, moi, je ne parle pas des puissants. Je parle que déjà quand on est malade, comme par exemple le viol, quand déjà on constate le viol, il faut directement aller à l'hôpital avec l'enfant et on consulte l'enfant, on donne un certificat attestant médical que l'enfant est… C'est entre nous ici qu'on est en train de parler, hein, c'est pas… Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est pas ça. C'est une jeune femme de 27 ans qui a été violée par plusieurs hommes, qui est rentrée chez elle, ici enfermée chez elle, pendant 4 mois. Et en plus de cela, pendant 4 mois, si ces témoins-là, moi, je vous aide dans la mesure qu'on échange aussi, c'est comme vous pouvez aussi me
aider. Si les personnes, les témoins, peuvent aller attester et te délivrer l'attestation qu'ils ont été, ils ont vu, ils ont constaté, ou je ne sais pas comment je peux vous dire, et que on vous remet cette attestation, délivre l'attestation au niveau du commissariat ou la gendarmerie. C'est déjà une confirmation et une attestation, c'est déjà quelque chose. C'est déjà des pièces que toi-même tu dois en avoir, tu dois chercher. Le témoignage, les preuves, c'est des preuves. Ces preuves-là de témoignage, la preuve, c'est pas seulement que la preuve, ça peut aussi être quelqu'un de passage qui a trouvé une tête. Vous savez, Chantal, vous savez, Chantal, dans cette lutte-là, moi, ça fait 32 ans. Et donc, dans cette lutte, s'il y a quelque chose qui nous apporte cette lutte, c'est qu'elle nous instruit. Donc, toutes ces démarches que vous dites, je les ai faites à moi aussi. Mais tous les témoins ne peuvent pas se permettre de parler. Vous savez, il faut savoir que chacune de nous, dans cette histoire, a mené des enquêtes, est devenue des avocates. J'ai même étudié 2 ans de capacité en droit. Donc, vous voyez, et moi, tout est bien ficelé. Ficelé, pourquoi? Parce que il a bien plus que ça. Vous voyez un peu? En fait, chacune de nous a été prise, je pense, par un certain contexte, et selon le contexte, le mode d'agissement est différent. Mais s'il y a une chose qui nous apprend cette lutte, c'est de devenir tous experts en justice. Chacune de nous se connaît dans des dossiers. Ah, vraiment, ça fait mal. Alors, c'est pour ça que je dis la pétition. Il y a la pétition et derrière, il y a un travail. Christophe va prêter des avocats. Il y a un travail juridique qui va se faire, un accompagnement avec comment on appelle ça, avec des avocats. Pour ceux qui n'ont pas de dossier déjà en cours, je pense qu'il y a des entretiens qui doivent se faire, qu'il y aura un travail qui doit être fait. Moi, j'ai mis longtemps à trouver une avocate qui était vraiment, parce que j'ai dû changer d'avocate parce qu'en fait, moi-même, je fais du droit. Elle ne correspondait pas forcément à ce que j'avais besoin, jusqu'au moment où moi, j'ai décidé d'avoir une amie qui est venue chez moi. On a passé 3 jours. On a rédigé ce qu'on appelle une constitution de partie civile. Donc, on l'a fait ensemble. On a mis toutes les pièces. Et moi, sur le viol de mes enfants, c'est pas moi qui ai même fait le constat des viols. C'est eux-mêmes, la justice, qui est venue me dire, voilà, vos enfants ont été violés. Donc, ils ont emmené des trucs. Ils ont fait des signalements. Ils ont déposé plainte de leur côté. Moi, j'ai déposé ma constitution avec partie civile parce que j'avais alerté derrière. Donc, ce que moi, je pense, c'est que sur le cheminement de ce qu'on va faire, il est bien qu'on fasse la pétition. Derrière, on entame un travail juridique les unes et les autres. Moi, j'ai déjà une avocate, les unes et les autres. Et derrière, ce travail-là va fusionner avec ce qu'on va faire dans la pétition. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit faire, quoi. Oui, déjà, on va commencer par la pétition et puis nous, on va continuer à échanger. Et petit à petit, on trouvera le bon filon. Parce que rien ne vaut la force de l'unité. Et ça, c'est très, très important. C'est exactement ça. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. C'est travailler dans l'unité. Donc, la pétition, elle est là pour fédérer des gens, d'accord? Et derrière, il y aura un travail juridique. Déjà, dans la pétition, les gens vont apprendre à se connaître, avoir des contacts, voir si les gens construisent leur dossier juridique de la même manière. Comme disait Chantal, il faut cumuler des preuves, d'accord? C'est très important pour pouvoir après attaquer les procédures. Ok? Donc, tout à fait. Une fois que ce cheminement-là, il est fait, la pétition sert à fédérer les gens. C'est surtout ça. C'est ça. Okay? Oui. Mais oui, c'est comme la cause, non, on dit cause animale, là. Cause ceci, c'est ça. On va le faire. Moi, je suis disponible. Hein. Bon, en tout cas, le rendez-vous de ce soir, il a quand même une importance, puisqu'il est en train déjà de fédérer plusieurs personnes. D'accord. Mais après, quand la pétition sera
mise en ligne parce qu'il y en a déjà plusieurs. Hein, dans le domaine du monde de l'enfance, il y en a qui commencent à sortir. Mais le pire, c'est quand l'alliance des pétitions va se faire entre elles. D'accord? Parce que il y a pour l'instant une petite communauté là, mais il faut imaginer qu'il existe déjà plein de groupes et plein d'associations qui défendent le monde des enfants. Exactement. Et moi, mon travail, c'est déjà de les faire connaître et que les gens se connaissent entre eux. D'accord? Parce que la seule chose qui est capable de bouleverser tout le système, c'est le nombre. Quand il y aura le nombre, vous verrez, ils vont reculer. Parce que c'est le nombre qui va leur faire peur. Et c'est ça que j'essaye de faire. C'est ça que j'essaye de mettre en lien. Donc moi, je suis ami déjà avec plein d'associations ou de collectifs qui défendent le monde des enfants. Et quand on dit on refait une pétition, ça sera une nouvelle pétition, mais c'est pas grave. Il faut continuer de le faire. C'est ce qui fédère les gens. Alors, Christophe, il y a l'association Mafib que j'ai vue qui avait avec une avocate dans une de tes émissions là. Moi, je pense que si on se raccorde, parce qu'elles ont déjà mis en place certaines choses, et donc du coup, moi, je pense que la pétition, on pourrait raccorder ça avec eux, quoi. T'as des bien sûr. Ouais, la pétition, ce qu'il peut faire, la pétition, elle va circuler une fois qu'elle est créée, elle peut être transférée à des collectifs qui existent déjà ou à des associations qui existent déjà. C'est ça le but, c'est de montrer après que tout le monde se connaît. Vous allez m'excuser parce que faire un lien avec les associations, parce que quand nous pleurons là, parce que moi je suis une personne, je comprends, j'essaie de gérer. Quand nous pleurons là, ces associations-là, ils sont là. Des milliers de femmes pleurent partout. C'est-à-dire, c'est tout. Tu pars à Olivier de la Croix, on trouve les parents, hommes, femmes qui pleurent leurs enfants placés. Mais il y a ces associations-là. Ils sont dans le silence total. Moi, je voulais aussi vous proposer que moi, je suis prête à créer, il suffit qu'on soit tant ou 3 personnes, on crée déjà une association. Oui. On va le faire. Excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole. Allez déjà relier avec une association qui connaît ce qui se passe, ce que les femmes vivent et qui sont dans le silence. C'est pour moi, je pense que c'est encore aller m'enterrer. Ils connaissent ce que les femmes vivent. Qui se passe là, mais personne et les associations aussi ont une partie. Moi, j'ai appelé les associations. J'ai mis la main dans les associations. Quand j'appelle, on m'a même envoyé et on me dit non, machin, alors qu'ils sont pour les enfants. Quand les droits des enfants, quand on entend que l'enfant, quelque chose l'enfant a fait ceci. Donc, moi, je ne peux pas vous garantir que par rapport aux associations, que quand on commence là, il faut se rallier à une association que je connais. Moi, je préfère créer, nous devons créer. Peut-être on commence dans la pétition plus tard avec Christophe. On crée notre association. C'est pas obligatoire. On crée l'association. J'ai déjà les papiers ici à la maison parce que je dois vous le dire. Donc, l'association, c'est quoi? 2-3 personnes. Les avocats, si on peut trouver les avocats chaque, je ne sais pas, qui peuvent nous accompagner. Déjà, les associations ne prennent pas au sérieux le problème des enfants, et surtout les enfants noirs. Alors, Chantal, je voudrais préciser une chose, où il faut faire attention. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, mais les services sociaux se sont amusés à créer des associations pour piéger les victimes. Faut pas oublier. Donc, quand on parle d'association, il faut faire attention de quelle association on parle. Il faut faire attention que ces associations-là n'appartiennent pas aux services sociaux. Parce que c'est des vrais pièges. Et eux, ils ont une manière de faire qui est justement destructrice. Donc, il existe des associations, des collectifs. Moi, je pourrais vous donner des noms, comme SAPA 40, ou bien comme les enfants de Gaïa, ou bien ça, c'est des collectifs qui défendent les enfants, vraiment, d'accord? Mais quand on regarde autour de soi,
il faut faire attention que l'association qui vous mène en bateau, qui vous fait croire qu'elle va vous défendre, soit pas une association qui appartient aux services sociaux. C'est une prudence que je vous demande. D'accord? Oui, Alors, Christophe, quand moi j'ai parlé d'association, je crois que tu as eu un entretien, parce que je regarde toutes tes vidéos, hein, tu as eu un entretien avec une association et une avocate il y a quelque temps. Oui, Parce alors là, ça s'appelle, c'est même plus qu'une association, hein, voilà, c'est un groupe d'intérêt national, ça s'appelle le MAPIF, c'est ça voilà, dont tu parles, c'est ça. d'accord? Donc ça, c'est un collectif de victimes plus d'avocats. C'est à Voilà, c'est ça. Grenoble. C'est né à Grenoble et c'est une ONG. C'est ça. En fait, D'accord. moi, quand j'ai pensé à ça, c'était sur ça parce que comme j'ai écouté l'émission, s'ils sont venus vers toi, parce que toi, tu es déjà une association, en fait, Oui. si elles étaient assez solides que voilà, ou qu'elles n'étaient pas bonnes, elles ne seraient pas venues dans ton association faire leur émission avec Non, mais leur... bien sûr. Et moi, je moi- pensais à cette association-là quand je parlais d'association. Alors, mon but, justement, c'est de fédérer des associations qui sont capables de travailler ensemble. Pourquoi? Tu peux pas. Alors, je vous donne un exemple très simple, hein. Tu ne peux pas faire qu'une seule association. Parce que autrement, on fera comme on a fait aux Gilets jaunes. On leur coupera la tête. D'accord? Oui. Donc, si, pour pouvoir régner contre le monde des enfants, contre le mal des enfants, il faut démultiplier les associations. Mais que les associations, elles se connaissent. D'accord? oui. Je pense que, par exemple, une association par département, une bonne association par département, c'est important. D'accord? Mais quand tu parles de l'émission que j'ai faite avec le MAPIF, qui est une ONG, peut-être que demain, cette ONG-là, elle rassemblera toutes les associations. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Donc voilà, moi, la chose que je vous demande, c'est de faire attention à certaines associations qui sont des associations, on va dire, tendancieuses. Hein? Oui, comme Voilà. Ouais. je dis Marie Bélomo, moi j'avais eu à parler, à changer avec Marie Bélomo. Et vraiment, elle m'a dit carrément, son problème, il y a aussi une dame de Bordeaux qui m'a parlé d'une association et qu'elle la connaissait même parce que quand mon histoire est sortie, elle m'a cherché, elle m'a appelé. Quand j'ai eu le contact de Marie Bélomo, parce que l'affaire de Marie Bélomo, c'était pas un problème que même les associations devaient prendre ça à la main. Et personne, comme je vous dis, j'ai parlé avec Marie Bélomo. Donc, quand elle pleurait, elle disait qu'elle a fait tout, elle a pas Facebook, même dans les réseaux sociaux, personne, machin. Et moi-même aussi, j'ai appelé on m'a envoyé des numéros d'associations, j'ai appelé. Et parfois, quand j'appelle, on me reçoit bien. Quand je parle, la dame me dit non, madame, vraiment, parce que déjà, c'est pour cela. C'est pas que je repousse, mais si on n'a pas touché et on n'a pas vécu, c'est comme ça. Donc, j'ai compris, Christophe, je comprends. Je comprends. Moi, au début de mon affaire, c'est ce que je faisais. Je t'ai suivi par Enfant Bleu et Bleu d'Enfant. Mais c'est pas des associations, ça. En fait, c'est des associations qui appartiennent à ces personnes-là, justement, à ce réseau. Enfant Bleu, c'est un collectif. C'était une maman victime qui a créé Enfant Bleu. Ouais. Mais moi, j'ai été à cette association, moi, au début de mon affaire, quand les enfants ont été violés. Mais ils n'ont rien fait pour moi. Ils m'ont juste présenté aux juristes, ils m'ont présenté à tout un machin, tout un tas de choses, mais ils font rien du tout. Et en fait, moi, enfin, de ce que j'ai vu, qui a vraiment donné quelque chose, c'est l'association Parole de Femmes. Parce que Association Parole de Femmes, ils ont mis en place, ils sont à Massy ici. Bon, ils sont un peu partout. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai mis ça en place, ils m'ont accompagné pour les plaintes, ils m'ont accompagné pour énormément de choses. Et puis derrière, ce sont eux qui m'ont envoyé l'avocate qui est devenue une amie aujourd'hui, qui m'a aidé à rédiger ma constitution avec partie civile, hein, et qui est toujours en cours là. Alors, justement, il faudra faire attention au type d'association parce que
as des types d'associations, par exemple, qui ne s'occupent que du placement abusif des enfants. Il y en a d'autres qui s'occupent des enfants qui sont victimes de violences, victimes de pédocriminalité. Et c'est des réseaux qui sont complètement différents, même s'ils travaillent ensemble. D'accord? Donc, il faut faire attention. Elles ont des vocations qui sont complémentaires, mais par exemple, t'as des spécialistes du viol des enfants. Ils vont pas te parler du placement abusif. Ils vont parler que du viol des enfants. OK? C'est exactement ce que j'ai fait. Et comment même dire, c'est quand, après, enfin, longtemps après, quand ils ont découvert les viols des enfants, l'inceste sur les enfants n'ont fait qu'une année. Dès que la justice a su que les enfants avaient été violés, que ça avait été signalé, ils l'ont écrit et ils m'ont laissé 1 an avec les enfants. Et ensuite, c'est là où ils ont placé les enfants. Ok, d'accord. Non, mais c'est... Bon, en tout cas, mesdames, parce que là, on arrive à 1h35 quand même d'entretien. Hein, d'accord? On va peut-être mettre quand même un terme à notre petit entretien, parce que moi, j'ai encore du travail ce soir, donc, si ça vous gêne pas. Mais si vous voulez, on renouvellera un rendez-vous comme de ce type-là, avec comme on est là, si vous avez envie. D'accord? Hein? Ok. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de renouveler ça? Oui, c'est un bon choix, oui. Bon. Vous êtes d'accord pour mettre un terme à cet entretien de ce soir ou pas? Oui? Oui. Oui, et on reprend notre rendez-vous pour la suite, une partie 2. D'accord. Ok. Bon, alors j'ai pas fait le générique de début, mais là je vais envoyer le générique de fin en vous remerciant d'être venu, on va dire, faire cette soirée de témoignage. C'est pas souvent qu'on est aussi nombreux, mais ça a le mérite d'exister. D'accord? Mesdames, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis merci pour votre témoignage. OK? Laissez le téléphone à cette dame-là. On se dit à bientôt. OK? À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. À bientôt, les filles. Bientôt.